Bonjour, Morpheus Etica a un invité aujourd'hui. Nous sommes le 4 octobre 2020. Monsieur Michel Chanu, un ami de Morpheus Etica, va vous parler d'un sujet très particulier, l'exclusion. Alors, on va laisser parler monsieur. Le développement qu'il va faire de ce sujet-là risque de vous surprendre, mais surtout de vous intéresser. Alors, bonne écoute. Merci. Bonjour tous les internautes qui suivent avec intérêt Morpheus. Et je veux remercier aussi Christophe qui a eu la gentillesse de m'inviter. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de l'exclusion, de la destruction économique de notre pays, comment elle s'est installée, cette destruction économique, et qui est derrière cette destruction. Voilà. Donc on va aborder avec vous tous ces thèmes-là. Alors ça pousse à faire une recherche quelquefois historique pour essayer de comprendre comment on a détruit notre économie. Et quelquefois quand on remonte dans ces problématiques, ça nous ramène quelquefois fort loin. Non pas à des décennies mais à des siècles. Et quand on s'intéresse vraiment à tout ça, ben on finit par tout comprendre. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Avec l'épisode du Covid, aujourd'hui, on est en train d'assister à une destruction économique sans aucun précédent, puisqu'on perdait bon an, mal an 60 000 entreprises chaque année, et là, on va probablement perdre 40 à 50% de plus. C'est-à-dire que là, tous les secteurs de la restauration, tous les secteurs qui touchaient l'artisanat d'art, qui touchaient tout ce qui était festif, on est en train de le détruire. Et ça va entraîner un nombre incalculable de personnes dans la précarité. Alors, vous direz, bah oui, voilà, on est face à un problème sanitaire, à une pandémie, bien voyons. Non. Il faut voir le problème beaucoup plus profondément et beaucoup plus loin que ça. Il faut savoir qu'en matière d'histoire, dans notre pays, on a deux histoires. On a l'histoire officieuse, celle que l'on nous construit, que l'on nous vend avec des intérêts, et l'histoire vraie, l'histoire officielle. Et dans l'histoire, si on veut s'intéresser à cette histoire, on est obligé de s'intéresser à tous les faits dans leur globalité et à la succession des faits. Si on ne fait pas ça, on ne découvre pas le mensonge qu'on est en train de nous vendre. Voilà. Il y a aussi deux catégories de personnes dans le milieu économique. Il y a les gens à qui on inculque des valeurs, comme le travail. Et puis derrière, il y a une deuxième catégorie à qui on inculque la prédation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, on est sur des gens qui créent de la richesse. Et puis, on a ceux qui s'enrichissent en spoliant la richesse produite. Voilà, on est face à ces deux catégories aujourd'hui. Et la catégorie des spoliateurs prend aujourd'hui le pas sur la catégorie qui produit les richesses. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Alors, pour comprendre tout ça, il faut comprendre comment se sont montées les puissances financières. Les puissances financières, elles se sont construites entre 1200 et 1400, lorsqu'on avait affaire aux croisades et lorsqu'on avait affaire au commerce triangulaire. Le commerce des esclaves, c'est là en fait où ça a donné naissance à des puissances financières considérables. Les esclavagistes ont souvent surfé sur la révolution industrielle. Ils ont réinvesti les sommes qu'ils avaient gagnées avec l'esclavage dans l'industrie. Ils sont devenus des capitaines d'industrie. Et là aussi, dans la révolution industrielle, on a participé à une forme d'esclavage. Et puis ensuite, ces gens-là, qui n'avaient que le pouvoir de l'argent, mais n'avaient pas le pouvoir politique, ont profité de certains événements de l'histoire pour conquérir ou asservir la puissance politique. Et on a eu une époque charnière en France, ça a été la Révolution française.
Alors, si naturellement vous êtes contenté de l'histoire qu'on vous a racontée dans la charmante école laïque de Jules Ferry, effectivement, vous n'avez pas grande chance de découvrir ce qui se cache derrière. La Révolution française n'a jamais été une révolution du peuple. Ça a été une révolution fomentée par une puissance étrangère, l'Angleterre, qui ne supportait plus de voir la France remplir son rôle de leadership dans le commerce des esclaves et dans le commerce mondial. Et à cette époque-là, le ministre de l'époque, William Pitt, a fomenté en France une guerre secrète. Alors cette guerre secrète, on la vit toujours aujourd'hui, tout le temps. Et elle comprenait 3 ingrédients, cette guerre secrète. L'introduction de banquiers véreux, banquiers pourris, la mainmise sur des médias, ou sur des gens qui portaient le discrédit sur le régime en place, et puis l'infiltration par des sociétés secrètes dans notre pays. Et c'est comme ça qu'on a monté la Révolution française. Voilà, donc les puissances de l'argent se sont substituées à la monarchie et ont pris le contrôle. Voilà, c'est ça là où nous assistons. Et il faut comprendre que depuis fort longtemps, derrière l'État démocratique apparent, on a une deuxième puissance qui est derrière, qui est beaucoup plus puissante, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'État profond. Alors il faut aller regarder dans tout ça, il faut aller regarder comment la finance manipule le politique, pour comprendre aujourd'hui à quoi nous avons affaire. Et ça ne touche pas que le milieu de l'entreprise, tout ça. Ça touche les moyens de subsistance de tout un chacun. Hein, moi j'ai un petit peu gravité dans tous les milieux, les tutelles des anciens, le monde des spoliations d'entreprises, les retraits abusifs d'enfants à leur famille. Et ben effectivement, j'entendais des mamans qui disaient « Mais toi, ouais, vous, on vous a spolié votre entreprise. C'est pas vos gosses qu'on a spolié, c'est votre entreprise. » Ben oui, mais tout ça, ça a un lien. C'est-à-dire que quand vous tombez dans la précarité parce qu'on vous a piqué votre outil de travail, et ben, le couple, des fois, il se retrouve dans des situations inextricables. Ça vaut surtout pour les artisans commerçants, même pour les agriculteurs. Et à la fin, vous tombez dans les mains des services sociaux. Et je vous garantis que quand vous avez passé toutes ces épreuves-là, si vous avez, je dirais, la malchance de vivre en couple et d'avoir des gosses, ben, votre couple il ne va pas tenir longtemps à toutes ces épreuves. Puis à la fin, on va commencer à prendre le contrôle sur l'éducation de vos gosses. Quand on ne va pas tout simplement vous enlever aux gamins. Donc voilà, tout est lié. Il n'y a pas une catégorie qui est plus victime qu'une autre. Tout est relié. Et ça, les gens, ils ont beaucoup de difficultés pour le comprendre. Ça, c'est dommage, c'est dommageable. Parce que les gens s'attachent à leurs problématiques personnelles, alors qu'en fait, on devrait tous s'allier autour d'une problématique générale pour dénoncer en fait le système dans sa globalité. Voilà ce que je voulais dire. Alors, les états profonds, comment se sont montés les états profonds? Eh bien, au gré de toutes les révolutions industrielles qui ont construit les puissances de l'argent, eh bien, ça a renforcé la position des financiers par rapport aux politiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a eu ça pour les croisades, pour l'esclavage, pour la Révolution française. Puis après, on a eu des révolutions industrielles. On a eu surtout l'épopée du pétrole. Et ça, l'épopée du pétrole, c'était surtout vers les années 1920, où en fait se sont construits des puissances considérables. Hein, je citerai que 3 puissances qui gravitaient autour du pétrole: la famille Rockefeller, les frères Nobel et les Rothschild. Voilà, c'était principalement les 3 familles qui se sont enrichies, non pas seulement sur l'extraction du pétrole, parce que la famille Rockefeller n'extrayait pas le pétrole, elle se contentait de le distiller. Et dans les années 20, on a un industriel qui s'appelait Ford, qui a profité donc de cette conquête du pétrole pour développer l'automobile, et l'automobile fabriquée en série. Et là, naturellement, il y a eu un boom exponentiel des besoins en pétrole. Et ces gens-là, en fait, ont commencé à manipuler tous les pouvoirs politiques. Alors, si vous vous intéressez à ce genre de choses, je vous conseille un super bouquin
de Mathieu Ozano qui s'appelle L'Or Noir. Et à travers L'Or Noir, vous comprendrez la pensée de Rockefeller, l'époque de l'instauration des cartels qui ont dominé quasiment le monde. Voilà, je vous recommande ce bouquin, c'est 850 pages, hein, c'est pas rien, mais vous allez comprendre un petit peu la pensée de tous ces financiers, comment ils travaillent, comment ils pensent et comment ils asservissent la population. Et derrière ces puissances-là, effectivement, on a monté ce qu'on appelle l'État profond. L'État profond, c'est quoi? Ben, c'était tout simplement pour les Américains Wall Street, le cartel militaro-industriel et les cartels du pétrole. C'est ces gens-là qui régissent l'Amérique depuis des années. C'est pas les braves présidents, ils ont tous été asservis. Et là, je vais vous recommander un deuxième ouvrage qui s'appelle tout simplement L'État profond américain, qui a été écrit par Peter Dale Scott, qui vous explique comment on a monté la réserve fédérale aux États-Unis, comment on a asservi la politique financière aux manias du pétrole, aux majors, et là, vous comprenez tout le fonctionnement de l'État américain. Et vous comprenez que la démocratie n'est en fait qu'un leurre. Alors, s'il y a bien une époque déterminante pour ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, eh ben, c'est la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale qu'on vous a vendue comme un Führer, hein, Adolf Hitler, qui a voulu anéantir le monde. Je dirais que nenni. Là encore, on vous a vendu de l'histoire. L'histoire faite pour les nourrissons. Voilà. Parce que, à l'époque de la Révolution française, les Anglais avaient pris soin de s'allier avec la Prusse. Et il existait, depuis la Révolution, entre la Prusse et l'Angleterre, des connexions financières très installées. Et en fait, le parti nazi n'a prospéré que grâce aux capitaux anglais et américains qui transitaient par la Suisse. Donc, la Seconde Guerre mondiale, elle avait qu'un objectif. C'était un palier vers la domination mondiale, vers la mondialisation. Et en fait, la Seconde Guerre mondiale n'a été qu'une épopée pour détruire les économies d'Europe, des pays d'Europe. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a instauré une instance supranationale qu'on a appelée l'Europe. On a créé un impôt qui s'appelle la TVA pour financer cette structure supranationale. Et en fait, on a tout simplement par le biais de cette structure anéanti le pouvoir des nations. On a commencé à instaurer des réglementations de plus en plus draconiennes et drastiques qui en fait ont poussé tous les entreprises individuelles à cesser leurs activités. Hein, on a eu ça avec les normes d'élevage dans le milieu agricole. On a eu ça dans un tas de domaines. On a eu une prolifération de normes par l'Europe qui ont poussé la plupart des entreprises familiales vers la porte de sortie. On les a purement et simplement exclus du monde économique de nos pays d'Europe. Alors, il y a un épisode crucial. Crucial, c'est l'histoire du colonel de Gaulle, hein, avant d'être général. De Gaulle, qu'on nous a vendu comme le sauveur de la France, ben voyons, moi j'ai rien contre les hommes. Hein. Effectivement, De Gaulle était soumis à des pressions, hein, il y avait des pressions colossales. En son temps, je ne porte pas de jugement sur les hommes. Moi, je regarde que les faits. Et on s'aperçoit que le colonel de Gaulle, il a été présenté à Churchill, donc, par un monsieur qui s'appelait tout simplement Roland de Margerie. Roland de Margerie, qui n'était autre qu'un ministre du président du Conseil, Paul Reynaud. Paul Reynaud, qui était le VRP de la politique d'agent américain, Jean Monnet, Robert Schuman. Donc, De Gaulle, qu'on nous a vendu comme le sauveur de la France, qu'on a présenté aux Anglais, on l'a présenté parce que c'était l'homme de la situation. C'était l'homme qui pouvait sauver les intérêts de certains milieux capitalistes français. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'était que la cagoule. La cagoule, c'était
puissant mouvement qui est né dans les années 36, qui a fomenté le nombre d'attentats en France. Vous voyez, les attentats qu'on a eu récemment, rien de nouveau sous le soleil. Déjà dans les années 30, les industriels français, tout un monde qui grenouillait là, autour de ces intérêts-là, était déjà à vouloir prendre le pouvoir coûte que coûte, et quels que soient les moyens, y compris les plus contestables. Voilà, donc De Gaulle était très proche des milieux cagoulards. On n'a jamais pu établir qu'il était cagoulard lui-même, mais il n'en était pas très loin. Et en fait, lorsqu'on va, après le congrès de Brigard, qui rassemblait les Français et les Anglais, on va expatrier De Gaulle à Londres. Donc, on va l'expatrier dans le pays qui était là pour saboter nos propres intérêts français, c'est quand même pas mal, et qui avait participé à financer le nazisme. Voilà, je me cantonne au fond. Et lorsque De Gaulle était à Londres, les services secrets britanniques, le MI5, et les SAS ont formé nos agents de renseignement français, ont formé les agents d'un réseau qui s'appelait le BCRA. Et à la tête du BCRA, on va mettre un fils d'industriel français, qui va s'appeler sous son pseudo le colonel Passy, André de Vabrin. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est de voir à l'issue de la guerre ce que vont devenir tous les agents du BCRA. On va se rendre compte que ces gens-là, ils vont prendre des places déterminantes. On va les retrouver pour un garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pierre Bigotte. On va retrouver un deuxième individu du BCRA qui va s'appeler Jacques Faucard, qui, avec Pierre de Bizet, vont monter des réseaux de subversion, et notamment le SAC. Et en fait, le BCRA deviendra la DGR, puis le SDES, et ces gens-là, en fait, ils vont se financer avec l'activité du grand banditisme. Voilà, on va avoir recours au milieu corso-marseillais pour éliminer tous les gêneurs. On va avoir plus de 500 assassinats, ça c'est l'épopée de la Main Rouge. La Main Rouge qui a été une fiction, on a fait croire aux gens qu'il y avait une organisation clandestine à qui on avait donné de la Main Rouge. Non, 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 c'était les gaullistes et les services secrets français qui éradiquaient tous les gens qui n'étaient pas de leur couleur. Et là, il va y avoir près de 500 assassinats, en France, comme dans les pays extérieurs. Et derrière tout ça, on va commencer à pervertir la police, la justice, le fisc. On va pervertir toutes les institutions de l'État français. Et à un moment donné, donc on va avoir besoin de juste à la fin de la guerre d'Algérie, on va avoir besoin de ces milieux corses pour les infiltrer dans les pays d'Afrique. Ces gens-là, ils vont devenir conseillers sécurité des chefs d'État africains qui sont sponsorisés par la France. Et ces gens-là, ils vont commencer à tenir tous les réseaux de grande criminalité en Afrique, notamment les routes de la drogue. Voilà à quoi on va assister. Alors aujourd'hui, la bon an mal an, depuis ces dernières décennies, on a à peu près 60 000 entreprises, PME, PMI, qui disparaissent en France. Et qui ont affaire à ce qu'on appelle des tribunaux de commerce. Tribunaux de commerce qui ont la particularité de composer en leur sein de juges qui sont en fait des juges consulaires, qui sont en fait vos pairs, qui sont choisis parmi les industriels, parmi les membres des différentes chambres de commerce et d'industrie. Mais ces gens-là, ils ont aussi une particularité, c'est quasiment à chaque fois d'appartenir à des courants maçonniques ou des sociétés secrètes. Et François Colcombé, qui avait été député de l'Allier, qui a été le président d'une commission parlementaire, qui a donné naissance à un rapport, le rapport 1038, il s'exprimait ainsi en disant, à travers la composition des tribunaux de commerce, je peux dresser la carte de la franc-maçonnerie en France. Et cette franc-maçonnerie, que je sache, en France, elle a bien été implantée par les Anglais sous la Révolution. Voilà. Donc aujourd'hui, la destruction, elle est bien orchestrée par des sociétés secrètes. Voilà ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Alors moi j'en ai un petit peu ras-le-bol d'entendre les gens dire oui mais ça touche que les entrepreneurs. Ben non, ça touche tout le monde. Parce que le gars qui a eu le courage de mettre ses billes dans la balance, quelquefois une partie de sa vie pour monter une petite entreprise de 8 ou 9 salariés, quand elle se casse la gueule l'entreprise, ben, ça met 9 personnes sur le carreau. Et ces gens-là, ben, naturellement, glissent petit à petit vers la précarité. Alors, comme l'entrepreneur. Comme l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, lui, le salarié dans ces affaires-là, il a plus de chances de se sortir que l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, lui, il prend perpète, là, dans cette affaire. Il prend perpète. Est-ce qu'on peut ajouter que la génération qui suit en prend autant? Tout à fait. Parce que les générations, c'est-à-dire que là, ben, on plombe l'entrepreneur, mais je peux vous dire que les gamins qui ont eu des parents qui ont vécu une éducation d'entreprise, je peux vous dire que la génération qui vient derrière, elle est plombée. Et je peux même dire que celle qui suit encore, elle est également plombée. Parce que quand vous avez essayé de gagner votre vie, de faire vivre vos salariés, d'essayer de les faire vivre décemment, et puis que vous vous retrouvez dans une merde inextricable, ben je peux vous dire que vous avez une chose, vous n'avez plus envie de bosser. Vous n'avez plus envie de travailler. Et pour certains, ils ont même envie de verser dans le banditisme. Voilà. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui, on tire à coups de boulet rouge sur les quartiers, sur les fils d'émigrés. Ben moi, je les comprends, ces gens-là. Quand ils ont vu de tout gamin leurs parents bosser pour des salaires de misère, avec des boulots de merde, ben je peux comprendre qu'aujourd'hui, ben oui, on préfère aller dealer que bosser. Je les comprends, ces gens-là. Je les comprends parce que ça ne touche pas que les populations maghrébines, hein. Ça touche aussi les populations françaises. Tout le monde a compris, on est en train de vouloir nous diviser aujourd'hui. Mais non, 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 faut justement ne pas se diviser, il faut s'allier pour découvrir quel est notre ennemi commun. Voilà, quand on veut lutter contre un ennemi, il faut d'abord le connaître, savoir quelles sont ses origines et comment il fonctionne. Et quand en France, on aura réussi à s'allier pour lutter dans le système, dans sa globalité, je peux vous dire qu'on fera de grandes choses. Parce que vous savez, tous les gouvernements aux abois, ils ont une constante. Ils versent tous dans la violence, dans l'ultra-violence. Et à partir de ce moment-là, ils sont morts, ces gouvernements. Ils sont morts. Parce que la plupart du temps, il y a des gens, même des gens de base, hein, vous savez, moi, j'ai pas fait l'ENA, hein, j'ai un modeste, je suis détenteur d'un niveau BEP, d'un modeste CAP, et puis vous savez, j'ai aucune légitimité même aujourd'hui pour vous parler de ce dont je vous parle, vous voyez, tout ça, mon cursus en fait ne m'a pas destiné à ça. Mais il se trouve qu'on est, on est un petit nombre comme ça dans la société où on a commencé à chercher à comprendre. Puis voilà, à un moment on découvre. Et puis quand on a passé 30 ans de sa vie à faire de la recherche, on n'a qu'une envie, c'est de faire partager nos découvertes à des gens qui n'ont pas le temps de chercher, ou qui ne peuvent pas parce qu'ils sont tellement occupés à essayer de remplir leur frigo qui tient jusqu'au 15 du mois, qu'ils ne peuvent pas passer leur temps à autre chose. Donc voilà, il se trouve qu'on est une poignée de personnes comme ça et on essaye un petit peu d'expliquer aux autres et puis de les entraîner. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais que les gens arrêtent de se diviser. On se bat tous pour la même chose. Les mamans qui ont perdu injustement leurs gosses parce qu'on leur a retiré leurs gamins, hein, pour financer des structures départementales. Parce que là, s'il y a bien quelqu'un qui nous a bien baisé, c'est bien Mitterrand avec la décentralisation. Hein. Celui-là, il nous a bien baisé. Parce qu'effectivement, il a multiplié la corruption de bas étage. Et on n'a pas à opposer les mamans à ceux qui perdent leur outil de travail. Tout se tient. Parce qu'effectivement, quand vous avez perdu votre dignité, votre faculté de pouvoir vous insérer dans la vie, de pouvoir travailler, généralement, après, on vous chope sur le milieu familial. Et là, on ne vous lâche plus. Vous avez affaire à des services sociaux. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les services sociaux de votre département, on les retrouve dans les commissions de RSA. Mais pas que. On retrouve les mêmes dans les commissions de développement économique. Ce sont des gens qui s'attribuent ou qui attribuent à leurs amis tout le développement économique qui est aujourd'hui en compétence de la région. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils crèvent. Voilà.
Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est à commencer à chiffrer tout ça. Quelles sont les sommes qui sont détournées par ces gens-là, ou par leurs amis, bien souvent francs-maçons, et combien ces gens-là palpent. Et ça, c'est intéressant. Puis de l'autre côté, il y a une véritable industrie de la misère aujourd'hui. Ça, il faut le savoir. Il y a une véritable industrie de la misère. Et cette industrie, elle est menée par des gens qu'on a endoctrinés. Moi, j'ai dans ma famille des personnes qui ont eu des cursus d'assistante sociale. Ah oui, vous êtes jeune étudiante, là, et on est en train de vous vendre que vous allez devenir le sauveur du monde. Vous êtes devenir l'élément important. Vous vous rendez compte, les gens qui sont... Et puis derrière, on va faire comme ça, on va jouer sur l'ego de ces personnes. Et puis, une fois que ces personnes vont être dans le circuit, ben voilà, vous êtes cantonné à faire de plus en plus de chiffres. Parce que, ben oui, c'est votre gagne-pain. C'est votre gagne-pain. Vous n'allez pas réinsérer un chômeur. Le chômeur que vous allez réinsérer, il ne sera plus là demain. Donc, c'est votre casse-route. Et on a tout un tas de systèmes comme ça qui s'auto-alimentent. On a ça avec l'aide sociale à l'enfance. On a ça avec ceux qui s'occupent des RSA. C'est formidable. Alors en plus, on fait très fort. Parce qu'on va faire culpabiliser les gens parce qu'ils sont exclus. La plupart des entrepreneurs qui sont exclus aujourd'hui, ils ont tous été victimes de la criminalité, de la grande criminalité. Celle qui est orchestrée par les mandataires liquidateurs, par les magistrats qui s'appellent les procureurs, la magistrature debout, qui couvre les activités criminelles de ces gens-là. Voilà, on est face à ça aujourd'hui. On est face à de la grande criminalité. Je ne parlerai pas des notaires. Les notaires, voyons, les tutelles, toutes ces personnes âgées qu'on va déclarer séniles ou qu'on va repérer, on va repérer une petite défaillance, on va nommer un curateur. Et puis ces gens-là, on finit par raser les biens de ces personnes. On est à la barbe de la famille. Donc on est face, aujourd'hui, à une criminalité d'État, à une criminalité qui agit en bande organisée. Et ça, naturellement, personne, tout le monde le constate, mais personne est apte, est capable d'en comprendre tous les mécanismes. Et ça, aujourd'hui, on le doit au gaullisme. On le doit particulièrement à Jacques Foccart. Parce que quand les réseaux corses ont quitté la France pour aller vers les pays d'Afrique, eh ben, les malversations étaient reprises par des gens au-dessus de tout soupçon. Et ces gens-là sont des magistrats, sont des mandataires liquidateurs, sont des notaires et aussi des agents du fisc. Puisque, vous voyez, j'ai tout un tas d'ouvrages, vous voyez, D comme drogue. Passe-le-moi ce bouquin, Alain Jobert. Il vous explique l'implication des États dans le trafic de drogue. Alors on a les États profonds comme la CIA, qui fait un business du trafic de drogue, comme elle a fait en Afghanistan. Ils utilisent l'argent de la drogue pour déstabiliser un pays, pour pouvoir avoir accès aux ressources de la mer Caspienne, les ressources pétrolières. Donc on utilise la drogue. Et la drogue, on ne l'a pas utilisée que là. On l'a utilisée aussi pour se débarrasser des ghettos noirs qui étaient en train de se révolter. Avec des Français, avec la French Connection. Alors on avait ce brave président américain qui reprochait à la France de ne pas contrôler ses services de grande criminalité, alors que ces réseaux de grande criminalité étaient au service des USA, avec la complicité de la France et la complicité de l'État français. On a eu aussi tout un réseau de casinos et de jeux truqués en France. C'était comme tiercé. Voilà. On comprend pourquoi certains milieux agricoles ont proliféré, comment des sommes astronomiques ont été détournées, comment on a grugé les petits parieurs. Ah oui, on a que des borgnes et des aveugles à la police des jeux en France. Hein. Si vous regardez le monde des courses et des casinos, vous avez de quoi écrire jusqu'à la fin de votre vie. Puis on a eu aussi des sociétés bidons, des faillites frauduleuses, comme celle d'Alexandre Sanguinetti.
un éminent membre du SAC, hein, celui qui a révélé à sa fille le nom des tueurs de Robert Moulin, dont des éléments de la famille étaient aussi membres du SAC, parce que ça, c'était des règlements internes au SAC, on ne vous le dit pas. Voilà. Et puis, on a eu aussi tout un tas de barbouzes, des assassinats, des malversations, du racket. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui s'en rappellent encore, parce qu'il ne faut pas oublier que le brave parti gaulliste, puis pas que lui, les services secrets français, ils étaient alimentés par l'argent de la prostitution, par l'argent de la traite des blanches, par l'argent du trafic d'êtres humains, les réseaux pédophiles, qui impliquaient déjà les services secrets français, parce que l'affaire de ce brave président d'Assemblée dont De Gaulle voulait se débarrasser, que je sache, ça touchait bien les services français. L'affaire d'André Le Troquer, président de l'Assemblée, qu'on a dégagé avec des affaires pédophiles. Les services qui étaient derrière. Puis il n'y avait pas que ça. Il y avait le racket des entreprises. Oui. Il y avait le racket du milieu de la nuit, les boîtes de nuit. Hein, comme celle dans la région de Grenoble, qui a vu brûler 150 de ses clients, près de 150, 140 et quelques. Ben oui, ces gens-là, ils refusaient d'être rackettés par le SAC. Et qu'est-ce qu'on a fait à un moment donné? On a mis le feu à la boîte. Voilà. Parce que ces gens-là refusaient de verser ce qu'on appelle aujourd'hui le pizzo pour financer les services secrets français et le parti du général de Gaulle. Et ça, c'était 9 jours avant la mort de Gaulle. C'était dans les années 70. Et derrière ça, on avait aussi toutes les pratiques du fisc qui venaient vous faire un joli contrôle fiscal. Alors moi, je sais de quoi je vous parle, je sais de quoi je parle, parce que je me suis installé très jeune à mon compte. Je me suis installé en 1983. En 1985, mon expert comptable, il ne déposait pas mes comptes. Et puis 15 jours plus tard, moi j'avais la visite du fisc que j'avais alerté, qui me mettait en contrôle fiscal. Et puis ben, c'est ce qu'on faisait, on prenait votre chiffre d'affaires, aux impôts on n'est même pas capable de lire et de décortiquer un bilan. Ben, on vous applique un chiffre d'affaires et un coefficient. On vous fait ce qu'on appelle une jolie taxation d'office. Et aujourd'hui, combien d'entreprises ont été flinguées dans les années 80, 70, 80, 90 avec les contrôles fiscaux? Ça a été une véritable hécatombe. Tout ça, c'était les malversations du fisc français. Voilà, c'était de la criminalité organisée. Voilà ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Alors, il serait grand temps que les gens se réveillent. C'est que la population honnête, celle qui respecte le droit, eh bien, elle est en train de se faire écraser par deux catégories. Nos politicards voyous, qui jouissent de la plus grande impunité, et puis des activités de la petite délinquance, qui eux ne payent pas d'impôts, qui ne sont pas asservis, qui ne payent pas la TVA, qui ne payent rien. Et les gens qui bossent, aujourd'hui, les catégories moyennes, ben, elles sont de plus en plus écrasées par ces deux catégories-là. En clair, c'est l'économie sale qui est en train de bouffer l'économie propre. Hein, vous avez des politiques, vous avez des multinationales qui se soustraient à l'effort national, qui ne paient pas la fiscalité, qui pratiquent ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, donc qui ne payent plus rien. Hein. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est devenu moribond. Les services sont devenus moribonds. Et puis, vous avez ces gens-là qui prolifèrent. Hein, il n'y a qu'à regarder tous les zones d'activité autour des grandes villes. Vous avez toujours les mêmes grandes enseignes. Des grandes enseignes, quelquefois, qui sont même hors la loi, parce que la plupart du temps, ils ne déclarent jamais leur agrandissement. Hein. Et puis, de l'autre côté, vous avez les petits qui croulent sous la fiscalité, sous les réglementations diverses, et ceux-là, ils crèvent. On les fait crever. Voilà. Et on assiste à ça aujourd'hui. Donc, en clair, c'est la criminalité qui est en train de prendre le pas sur l'économie propre. Tout ça avec la complicité de nos magistrats. Parce que l'outil de destruction massive en matière économique, c'est l'institution judiciaire française. C'est ce qu'on appelle ce qu'on ose encore appeler la justice. Alors, je sais qu'on vient d'avoir un semblant de monsieur propre
monsieur Dupond-Moretti qui s'en prend à la magistrature. Moi je veux bien, mais qu'on s'en prenne à la magistrature pour les vraies raisons. Hein, pas pour des raisons perso, parce qu'on a été écouté par le parquet national financier dans une affaire qui mêlait un président de la République, qui n'était autre qu'un agent des Américains, hein, parce que Nicolas Sarkozy, on pourrait tant dire. Vous savez, Mme Sonia Ruellan, dans l'affaire Air Cocaïne, elle l'a pas mis sous écoute par hasard, M. Sarkozy. C'est parce qu'elle avait des bonnes raisons de le mettre sous écoute. Donc on est en train aujourd'hui de monter une salade autour du parquet national financier, comme on a monté autour du juge d'instruction qu'on voulait voir supprimé dans l'affaire d'Outreau. Alors, c'est manœuvre de bas étage par une personne qui a gagné sa vie grâce à la grande criminalité, parce qu'il a défendu beaucoup plus de coupables que de victimes. Moi, je m'exprimerai pas plus sur le personnage, mais je dirais Joker. Voilà. Aujourd'hui, il serait quand même temps qu'on s'intéresse aux vraies causes qui sont en train de détruire notre pays. Et en fait, notre pays, il est en train d'être détruit par des réseaux secrets qui ont été implantés après la Seconde Guerre mondiale par la puissance anglo-américaine. Et là, il y a un ouvrage déterminant qui ne traite qu'une partie de la chose, qui s'appelle « Les armées secrètes de l'OTAN », qui a été écrit par un chercheur suisse, Daniele Ganser. Voilà. À l'issue de la guerre, le responsable de l'OPC, M. Frank Wisner, qui n'est autre que le père de Frank Wisner Jr., qui vit aujourd'hui avec Mme Christine de Ganay, qui n'est autre que la belle-mère de Nicolas Sarkozy. La maman d'Oliver, ce charmant Pierre Olivier Sarkozy, qui a été derrière l'UBS, qui a été derrière le fonds financier américain adossé au groupe militaro-industriel américain, proche de l'État profond, le groupe Carlyle. Effectivement, aujourd'hui, ces gens-là ont été les artisans. Monsieur Wisner, quand il était à l'OPC, c'est lui qui récupérait tous les criminels nazis. Quand je dis que les nazis ne sont pas les Allemands, mais les Anglo-Américains, il a récupéré tous les criminels nazis pour les exfiltrer pour le compte des sales besognes des États-Unis, en Amérique du Sud, mais pas que. Parce que beaucoup de nazis ont été recyclés dans des cellules qu'on a appelées les cellules Stay-Behind. Donc des cellules secrètes qui se sont établies dans tous les pays d'Europe, avec pour motif la lutte anticommuniste. Ben voyons. L'appareil communiste, il a été financé par les mêmes grands financiers. Hein. Ceux qui sont derrière les fascistes et ceux qui sont derrière les communistes, ce sont les mêmes groupes financiers. C'est les deux mains d'une même marionnette. Une qui fait semblant de taper sur l'autre, mais c'est la même entité qui dirige les deux. Et en fait, ces cellules clandestines qui ont été montées dans les pays d'Europe n'ont pas été là pour faire de la lutte anticommuniste. Elles ont été là pour tenir et museler tous les politiques qui ont été menés dans ces États-nations. Voilà. Et gare à ceux qui ne respectaient pas les intérêts américains. Ceux-là, ils ont eu des déconvenus, hein, comme l'Italie. L'Italie avec les opérations du Gladio, qui étaient pilotées depuis Paris. Opération qui était financée par la Banque du Vatican, l'Institut des œuvres de religion, qui recyclait l'argent du crime organisé américain pour financer ces attentats. Voilà. Et derrière ça, vous avez les armées secrètes de l'OTAN. Ce qu'a dénoncé le juge antimafia, Ferdinando Imposimato. Il avait expliqué qu'il avait découvert qui était derrière les attentats Gladio. On a eu la même chose à Paris. Tous nos attentats français, ce sont les mêmes réseaux. Ce sont les mêmes réseaux néo-nazis, ce sont les mêmes réseaux d'extrême droite. C'est les successeurs de la cagoule. Voilà. Alors là, on est en train de nous désigner des musulmans. C'est des pauvres gars qui ont été manipulés. Mais en fait, on est en train de faire comme les affaires du 11 septembre. On est en train de nous désigner un ennemi, comme l'ont fait les Américains. Parce que l'affaire du 11 septembre, c'était tout simplement envahir les pays d'Irak et tout ça pour mettre ma base sur le pétrole.
Voilà. Hein, tous ces pilotes d'avion, c'était des gens qui avaient déjà eu un rôle en Afghanistan et qui étaient contrôlés par la CIA, hein, et par tous les services secrets américains, le FBI. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont pilotés, comme nos attentats ont été pilotés par les services secrets français. Moi, derrière l'affaire de la tentative d'assassinat de l'imam de Brest, hein, on avait un élément de la DCRI. Derrière l'affaire Mera, on avait aussi un deuxième élément de la DCRI. Et aujourd'hui, on retrouve l'ancien patron de la DCRI à la tête d'une société d'intelligence économique qui s'appelle Arcanum. Quelqu'un aujourd'hui qui travaille à côté des responsables du Mossad. Voilà. On a aujourd'hui un cher monsieur comme Pierre de Villiers, ancien SEMA, ancien chef d'état-major des armées, qui est aujourd'hui dans une officine américaine, il est senior consultant chez Boston Consulting Group. Commencez par vous poser les vraies questions. Quand vous avez le chef des armées qui commence à rouler pour une puissance étrangère, vous commencez à se poser des questions. Voilà. C'est tout ça qu'il faut aller voir pour comprendre ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Voilà. Ça fait déjà une belle information. Voilà, donc aujourd'hui, moi je voudrais qu'on croise toutes nos intelligences, qu'on croise nos connaissances. Il n'y a pas à privilégier une manière sur une autre. On détient tous une partie de la vérité. Tous, suivant nos parcours personnels, on découvre plus ou moins les choses, hein, parce que voilà, tout le monde ne peut pas passer comme moi 30 ans de sa vie à enquêter sur ces réseaux-là. Mais aujourd'hui, on doit tous être complémentaires. Je vois, il y a des gens qui pensent qu'ils ont encore confiance dans leur député. Moi, j'ai plus confiance dans le député. J'ai plus confiance. Vous avez des gens qui sont là pour accueillir les contestataires à bras ouverts. Hein. Moi, j'en connais un, je pense à un particulièrement. Mais ces gens-là, ils ont quoi? La seule chose, ils bouffent très bien, hein, de leur place de député. Et bon, ils essayent de se constituer un électorat autour de ça. Mais quand on les voit discuter dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, les problèmes des gens, ils sont vraiment, il y a un discours très lisse et très dilué. Et ces gens-là qui font toujours mine de découvrir les choses, ils sont au courant de tout. De tout. Voilà. On n'a rien à leur apprendre. On n'en aura rien à leur apprendre. Et ces gens-là, la plupart du temps, ne sont que des traîtres. C'est des traîtres pour leur peuple. C'est des gens qui, la plupart du temps, qui sont passés par du formatage étranger. Voilà, ou du formatage de sociétés secrètes. Hein. Quand vous voyez l'Assemblée nationale et le Sénat, regardez l'Assemblée nationale, la jolie fraternelle et le nombre d'individus qui y appartiennent. Donc aujourd'hui, on a aujourd'hui une prédominance d'éléments francs-maçons dans l'Assemblée nationale. Et puis pas que. On a des gens qui sont passés par la French American Foundation, qui ont été financés par des programmes américains. Donc ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de vos problèmes. Ils vivent très bien. Le chien, il bouffe jamais la main qu'il nourrit, hein, jamais. Ben, ces gens-là non plus. Voilà. Alors je voudrais vous dire, il faut absolument s'unir pour pouvoir lutter contre tout ça. Et là, on a encore de la route à faire. Voilà. Allez, je vous remercie. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur à chacun d'entre vous. Et puis, puissions-nous, non pas nous diviser, mais nous allier pour pouvoir décortiquer quel est notre ennemi commun. Voilà, merci à tous. Bon, voilà comment on présente la globalité de ce que peut être le travail pour arriver à l'exclusion à tous les niveaux. C'était un invité de Morpheus Etica le 4 octobre dans un endroit qui s'appelle le Wallace de Saint-Berthevin, à côté de Laval. Remercions ici le gérant de l'entreprise de Wallace. À bientôt, merci. Merci à tous.